Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour N'Djamena. Le chef de l'État va prendre part au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens qui s'ouvre aujourd'hui. Le Premier ministre a également accordé des audiences hier avec l'ambassadeur américain en Côte d'Ivoire. Les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis ont été examinées. C'est parti pour l'opération de déguerpissement des clandestins des forêts classées en Côte d'Ivoire. L'opération menée conjointement par le ministère des Eaux et Forêts et du ministère en charge de la Défense commence à Taï. Bonjour à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour N'Djamena, capitale tchadienne. Le chef de l'État va prendre part au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens qui s'ouvre aujourd'hui. À l'ordre du jour de ce sommet, la lutte contre le terrorisme dans la région. Un grand intérêt sera accordé à la crise malienne, nous dit Abiba Dambélé Saoui. Le président de la République va prendre part ce samedi à N'Djamena, la capitale tchadienne, à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État des pays membres de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens. Ce sommet, le premier qui se tient après la crise malienne, va se pencher sur les questions de paix et de sécurité dans l'espace CENSAD, notamment la situation sécuritaire au Mali et sur la charte révisée de l'organisation. Créée en 1998 à Tripoli, à l'initiative de la Libye, du Burkina Faso, du Tchad, du Niger, du Mali et du Soudan, la CENSAD, qui compte à ce jour 28 pays, a pour objectif l'instauration d'une union économique globale basée sur une stratégie de développement communautaire. Nul doute que la présence à N'Djamena du président en exercice de la CEDEAO et ses initiatives pour le règlement de la crise malienne permettront de donner un coup d'accélérateur aux efforts des pays africains. Avant de s'envoler pour la capitale tchadienne ce matin, le chef de l'État a accordé une audience hier à la présidence de la République. Il s'est entretenu avec le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Le responsable onusien à la tête d'une délégation est venu faire le point de la mission d'évaluation effectuée en Côte d'Ivoire. Compte rendu d'audience avec Jérôme Kofi Abolé. Edmond Mullet, reçu par le président de la République Alassane Ouattara ce vendredi 15 février 2013 au palais présidentiel. Le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix à la tête d'une délégation onusienne a échangé pendant plus d'une heure d'horloge avec le chef de l'État. Échange relatif à la mission d'évaluation en Côte d'Ivoire qui vient de s'achever. Cette mission, le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix a estimé qu'il était nécessaire d'en faire le point avec le président ivoirien Alassane Ouattara avant de quitter Abidjan. Nous avons travaillé durant 2 semaines. Nous avons rencontré beaucoup de personnes. Nous avons travaillé avec le représentant spécial du secrétaire général et le chef de l'ONUCI, M. Bert Koenders. Nous avons rencontré des fonctionnaires, des partis politiques, société civile, secteur privé. Je suis allé à Douekoué. Beaucoup de mes collègues sont allés même du côté de la frontière, de l'autre côté, au Libéria, voir parler avec des réfugiés. Enfin, c'est une analyse complète de la situation en Côte d'Ivoire. Et avant de partir, naturellement, je devais partager avec le chef de l'État, avec le président de la République, ce que nous pensons recommander. Enfin, le secrétaire général, comme vous savez, doit présenter un rapport au Conseil de sécurité sur la situation en Côte d'Ivoire et voir de quelle façon on peut continuer à appuyer, à soutenir ce processus de paix, de progrès en Côte d'Ivoire. Pour Edmond Mullet, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie en matière de paix et de stabilité et le responsable onusien d'ajouter que ce processus mérite d'être accompagné pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs de développement sous la houlette du président Alassane Ouattara. À la primature, il a été question de relance de l'économie ivoirienne avec la contribution d'opérateurs économiques. Les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis ont été également examinées et c'était pendant l'entretien entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et l'ambassadeur américain en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Alexis Ouedraogo.
Pas de répit ce vendredi pour le chef du gouvernement ivoirien. 4 audiences inscrites à l'agenda. La première accordée à la société iranienne Shirin Assal Industrial Group. La compagnie entend accompagner avec des projets industriels la relance économique de la Côte d'Ivoire. L'objet de sa visite ici, c'est de venir ouvrir une usine de transformation de fèves de cacao en chocolat et en biscuits. Et il dit que pour commencer, c'est un investissement de 20 millions d'euros qu'il va mettre dans cette affaire et que dans le futur, cela pourra évoluer jusqu'à 70 millions d'euros. À sa suite, l'ambassadeur américain a eu une séance de travail avec Daniel Kablan-Duncan. Philippe Carter III est venu réaffirmer le soutien de son pays à la Côte d'Ivoire. Des choses importantes pour la question comment nous pouvons approfondir notre dialogue pour avancer les relations commerciales bilatérales avec les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour adresser, assurer que la transparence et la bonne gouvernance sera bien appliquée ici à Côte d'Ivoire. Troisième visiteur de la primature ce vendredi, le président fondateur du groupe Eurofind. Ce grand industriel veut étendre ses activités dans le pays. Nous sommes ici depuis 1970 dans le domaine industriel et nous avons l'intention de continuer à nous développer en Côte d'Ivoire dans beaucoup de domaines. Mettant fin aux audiences de la journée, la séance de travail du chef du gouvernement avec les groupes allemands Wolfgang Co. Avec lui, il s'est agi de perspectives d'investissement de l'Allemagne dans plusieurs secteurs d'activité ivoiriens. Nous sommes venus voir aujourd'hui Monsieur le Premier ministre pour lui proposer notre assistance dans le secteur des projets d'eau, pour le pont, pour la route et dans d'autres projets d'infrastructure. Et nous avons parlé avec Monsieur le Premier ministre, bien sûr, comment on peut mettre en œuvre tous ces projets. Une note d'information du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que des instructions ont été données à la police nationale afin de faire respecter l'arrêté du maire de la commune de Yopougon portant interdiction de 3 manifestations prévues aujourd'hui et sur le même site dans sa commune. Il s'agit du rassemblement des démobilisés ayant appartenu à des forces belligérantes pendant la crise post-électorale pour interpeller le gouvernement sur leur situation socio-professionnelle, du meeting de la jeunesse du Front populaire ivoirien, JFPI, pour réclamer la libération de M. Laurent Gbagbo, du regroupement des parents des victimes de la crise post-électorale pour réclamer justice en rappelant à la mémoire collective le sort injustement subi par leurs parents défunts. Devant l'obstination de ces associations à maintenir leurs manifestations, en dépit des conseils avisés du maire, qui les a reçus à plusieurs reprises en faisant prévaloir à juste raison les risques de graves débordements avec mort d'homme, comme ce fut le cas le 6 avril 2012 à la place Figayo, dans la même commune. Les réactions hostiles d'une importante frange de la population relayées par la presse, le contexte préélectoral de grande sensibilité à quelques semaines du scrutin des conseillers régionaux et municipaux, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en appelle au sens civique des initiateurs de ces manifestations pour s'en tenir scrupuleusement au respect de la décision du maire de Yopougon, bien conforme à la réglementation en vigueur relative au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique. C'est signé Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La voie reliant l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody au quartier Les Jardins de la Riviera 2, c'est dans le district d'Abidjan, est fermée depuis ce matin pour cause des travaux du 3e pont, le pont Henri Konan-Bédié. Mais pour maintenir le trafic dans la zone du projet, l'agence de gestion des routes a prévu des voies de déviation. Je vous invite donc à écouter le directeur des études et des ouvrages à l'AGEROUTE, Ouattara Issa, interrogé hier au journal de 20h par David Mobio. La couleur grise représente effectivement, disons, la route existante. La couleur jaune représente la route que nous venons de construire. La couleur bleu foncé représente la zone que nous allons couper pour construire l'ouvrage. Les usagers venant de la mosquée, donc de la Riviera 3 ou de la Riviera Golf, ont la possibilité d'emprunter cette voie
aller du côté des deux plateaux ou, s'ils le veulent, aller vers l'université. La mosquée qui est de l'autre côté, il s'agit de la petite mosquée. Voilà. La petite mosquée ou effectivement sens Benjerville. Exactement. Là, vous avez le sens deux plateaux. Ici, vous avez le sens université. En fait, c'est le sens université, c'est l'ancienne voie qui permet effectivement d'aller à la mosquée. Là, à partir de la mosquée, vous tournez à droite, vous empruntez la voie provisoire et vous avez la possibilité d'aller aux deux plateaux ou à l'université. Pour les usagers venant de l'université, il faut qu'ils sachent que désormais cette voie est interrompue. Ils ont la possibilité d'aller vers ce carrefour, emprunter la voie provisoire et remonter vers la petite mosquée. Faire de la RTI le leader de l'audiovisuel public en Afrique de l'Ouest est l'un des premiers du continent d'ici 2020. L'ambition est toute affichée. Elle a été dévoilée hier aux journalistes par l'équipe managériale de la RTI dirigée par Akasaye Lazare. Au cours de ce point de presse, il a expliqué les réformes en cours à la RTI. Le reportage de Léon Pro. Les réformes engagées par le directeur général de la RTI, radiodiffusion, télévision ivoirienne, portent essentiellement sur 6 points. Entre autres, la couverture du territoire national, le renforcement des capacités, l'amélioration du contenu des programmes. Sur le premier sujet, le directeur général annonce la réhabilitation prochaine des centres émetteurs de l'Est du pays. Objectif, améliorer le taux de couverture nationale actuel de 71% pour la radio et 68% pour la télévision. Évoquant le renforcement des capacités, Akasaye Lazare s'est engagé à poursuivre l'équipement de la RTI. Le directeur général a aussi mentionné sa vision à travers le renforcement des compétences des agents et le récent redimensionnement du personnel. La récente scission de la direction de l'information avec la direction des reportages institutionnels a été opérée pour permettre aux responsables de s'investir davantage et complètement dans l'encadrement des équipes rédactionnelles. Ambition affichée par la direction générale de la RTI à travers ces réformes, faire de l'entreprise le leader de l'audiovisuel public d'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2020. Dans l'immédiat, il faut procéder à un réaménagement des programmes, productions et informations. Cette opération va démarrer par la chaîne RTI 1, selon le directeur général de la RTI. Nous mettons un accent particulier sur la ligne éditoriale des différentes éditions de journaux télévisés et aussi sur leur contenu. L'importance accordée à l'institutionnel sera maintenue dans les JT et voire renforcée. Autre sujet évoqué, le cinquantenaire de la RTI en cette année 2013. Akasaye Lazare et ses collaborateurs promettent une célébration placée sous l'onction du gouvernement. On change de sujet. Le prix Borchamp minimum obligatoire de la noix de cajou est fixé cette année à 200 francs CFA. Ce prix a été fixé par le comité de veille et de suivi pour la campagne 2013. Il a été rendu public hier. Les explications de Noël Gnagno. C'est parti depuis ce vendredi 15 février pour la campagne cajou 2013. 3 types de prix minima obligatoires sont connus. Ils sont obtenus de façon consensuelle par le comité mis en place par les acteurs de la filière, producteurs, acheteurs, représentants des exportateurs, des transformateurs et des structures techniques. Toute personne qui voudrait acheter aujourd'hui de la noix de cajou en Côte d'Ivoire aux producteurs devrait acheter à la somme de 200 francs. Nous avons fait un prix magasin intérieur, c'est-à-dire les magasins en zone d'approvisionnement, c'est-à-dire les zones où on retrouve le cajou. Et cela est 235. 235 parce qu'il y a des frais de collecte. Et ces frais de collecte-là font 20 francs le kilo. Et il y a la marge de l'acheteur ou la marge de la coopérative qui font 15 francs. Maintenant, nous avons enfin un prix magasin portuaire. Et ce prix magasin portuaire est de 274, c'est-à-dire l'acheminement du produit des zones d'approvisionnement jusqu'au port. Pour assurer un bon déroulement de la campagne, 11 mesures ont été arrêtées par ce comité. Il s'agit entre autres de l'application obligatoire de ces prix minima
de la transformation du comité scientifique en comité de veille pour la révision périodique de ce prix, de la révision des prix minima sur la base d'une évolution de 15% du prix CAF, de l'interdiction aux exportateurs de fer de l'achat Borchamp. De quels moyens dispose le comité pour le respect scrupuleux de ces dispositions? La bonne volonté et la puissance publique. Et il y a la volonté donc qu'on manifeste pour tous les acteurs de suivre les mesures d'accompagnement et de les respecter. Il y a aussi la responsabilité étatique. Et l'État aujourd'hui a une volonté manifeste d'organiser la filière. Le cajou est l'une des spéculations de la zone nord de la Côte d'Ivoire. Avec une production de plus de 400 000 tonnes, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang des pays exportateurs de cajou au monde. Le port autonome d'Abidjan se porte mieux après la crise post-électorale. Les activités de ce poumon de l'économie ivoirienne ont retrouvé leur vitesse de croisière avec 22 millions de tonnes de marchandises traitées en 2012 contre 16 millions en 2011. L'information a été donnée au cours d'une rencontre bilan et perspective du port d'Abidjan, suivie pour vous par Ali Dirasouba. Le port autonome d'Abidjan, PAA, se porte bien. Le bilan est rassurant. Le taux de marchandises traitées en 2012 enregistre un bond d'environ 40%. De quoi qualifier 2012 de l'année de la reprise et de la relance des activités du poumon de l'économie ivoirienne. 2012 a été véritablement l'année de la reprise, de la relance des activités, et nous avons pu constater les premières retombées positives de la vision stratégique que nous avons initiée pour repositionner notre port. Nous avons sensiblement atteint pour 2012 le trafic de 22 millions de tonnes. L'embellie observée en 2012 est certes un bon signal, mais des défis restent à relever si véritablement le PAA entend devenir le troisième port leader sur la côte atlantique. Des défis qui se résument en la réalisation de certains projets majeurs. Il s'agit de l'ajustement du canal d'Evridi, la construction d'un deuxième terminal conteneur au port d'Abidjan, la construction d'un terminal roro, la modernisation du port de pêche, la création des terrains industriels par emblément. En ces temps où la sécurité et la sûreté du port autonome d'Abidjan sont d'actualité, INSI rassure, la conformité aux normes internationales est maintenue, non sans ajouter que pour le volet sûreté, des attaches ont été prises avec une société privée, filiale d'une compagnie canado-américaine, spécialisée en matière de sûreté portuaire. Cette cérémonie a été l'occasion de présenter publiquement le nouveau président du conseil d'administration du port autonome d'Abidjan. Kanté Koli envisage à porter sa pierre à l'édifice PAA, lui qui est dans le milieu portuaire depuis 36 ans. Je vous garantis que j'userai de tous les moyens possibles pour que ces objectifs puissent être atteints. Cette cérémonie a aussi permis aux agents de l'entreprise d'État de faire des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de travail, en revendiquant notamment une revue à la hausse des salaires. C'est parti pour l'opération de déguerpissement des clandestins des forêts classées en Côte d'Ivoire. Le ministre des Eaux et Forêts et le ministre chargé de la Défense accordent le violon pour la réussite de l'opération qui est baptisée Niégré, car elle va débuter dans la forêt de Niégré, dans le département de Taï, où des agents des Eaux et Forêts ont perdu la vie, tués par des clandestins. Abou Sanogo, reportage. Un peu plus d'un mois après la réunion préparatoire, la commission mixte relevant des ministères de la Défense et des Eaux et Forêts a livré les conclusions de ses travaux relativement à la mise en œuvre de l'opération de déguerpissement des forêts classées ivoiriennes. Le plan d'opération a fait l'objet d'une présentation au ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi et au ministre des Eaux et Forêts Mathieu Baboudari. Il s'agit là de sauver et de sécuriser ce qui reste encore de forêts classées en Côte d'Ivoire. Au plan écologique, il y a une norme internationale qui dit que dans chaque pays, il faut au moins 20% du territoire qui soit un couvert forestier. Or, en Côte d'Ivoire, nous sommes largement en deçà. Les populations qui sont venues de partout pour s'installer dans les forêts classées, qui sont la propriété de l'État, il faut que ces populations collaborent. Il faut que ces populations coopèrent, il faut que ces populations acceptent d'elles-mêmes de quitter ces forêts-là, afin que l'État puisse faire le travail de réhabilitation et de reconstruction de ces forêts qui sont fortement dégradées. L'opération démarre bientôt dans la forêt classée de Nigré, dans le triangle Sassandra, Soubri, Guéyou, pour s'étendre à l'ensemble du territoire national, avec l'appui du ministère de la Défense. Il s'agit de déguerpir des clandestins. Notre intention n'est pas de faire un forcing
Et c'est pour ça que nous saisissons l'occasion que vous nous donnez ce matin pour demander à la population de faire preuve de compréhension. Selon le ministre des Eaux et Forêts, sur les 231 forêts classées en Côte d'Ivoire, une cinquantaine regorge de clandestins et recèlent de bandes armées. Bientôt, une loi contre les sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Elle va concerner l'importation et la fabrication. Pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a annoncé la mesure, les sachets plastiques détruisent les installations publiques et ont une conséquence sur la santé des populations. Evelyne Debazigua. Jeter un sachet plastique à terre est un geste banal à Abidjan, la capitale économique. Un geste dont les Ivoiriens n'arrivent pas à se défaire et qu'ils justifient. Mais il n'y a pas assez de poubelles aussi. Vous voyez, Adjamé là, Adjamé est toujours rempli. La présence des sachets plastiques à Abidjan dans les rues est-elle due essentiellement à l'absence de poubelles? Certainement pas. Jugez-en vous-même. Nous sommes à la Cité des Arts, dans la commune de Cocody. À quelques mètres de ce tas d'immondices se trouve une poubelle parchargée que les habitants ont certainement décidé d'ignorer. Ce n'est pas citoyen, comme dirait l'autre. Ça dit c'est les citoyens qui n'ont pas l'amour pour leur pays. Tu bois l'eau, tu jettes par terre alors qu'il y a poubelle à côté de toi. C'est-à-dire que tu n'as pas la bonne volonté pour le développement de ton pays. Plus de 80% des ordures ramassées par les agents commis à la tâche sont composées de sachets plastiques. Selon les spécialistes, ces sachets mettent près de 400 ans pour se dégrader. Ils ont un impact considérable sur la santé des populations. Au niveau de la zone de l'Indénié, la grille qui est là, elle est bouchée par les sachets plastiques. Et quand ces sachets sont incinérés par les populations, c'est des gaz toxiques qui se dégagent donc dans l'atmosphère. Et donc, il y a une pollution visuelle qui dégrade même l'esthétique urbaine. Indignés par ces nombreux désagréments, les populations exhortent l'État à prendre ses responsabilités. Il faut supprimer certaines entreprises de fabrication de sachets. Supprimer les entreprises de fabrication de sachets plastiques non biodégradables, certainement pas. Les réorienter vers le biodégradable, c'est la voie indiquée. C'est dans cette logique que s'inscrit l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alakwadjo Rémy, a annoncé aux fabricants de sachets plastiques l'intention de l'État de Côte d'Ivoire d'interdire très prochainement l'importation et la fabrication des sachets plastiques non biodégradables. Une mesure qui, si elle est adoptée, fera perdre près de 5 000 emplois dans le secteur. Pour les experts environnementaux, la Côte d'Ivoire doit se tourner vers le biodégradable. Du cobalt peut être donc mis dans la ligne de fabrication donc du sachet à hauteur de 1%. Et donc, au bout de 6 mois, maximum 1 an, le sachet doit avoir disparu. Là, ça n'a pas d'impact sur la santé. Plusieurs pays ont dévancé la Côte d'Ivoire dans la gestion des sachets plastiques. Au Burkina, on recycle. Au Ghana, au Bénin, au Burundi, on ne consomme que biodégradables. En Côte d'Ivoire, il est demandé aux Ivoiriens de prendre leur mal en patience et de faire un geste simple, celui de jeter les ordures dans la poubelle. À Diokoué, les populations du quartier Péréted savourent désormais la joie de disposer de la lumière. Le quartier vient d'être électrifié. Le quartier Péréted de Diokoué, dans la région du Guémon, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, sort de l'obscurité. Le noir qui profitait aux agresseurs est désormais un vieux souvenir. Le quartier a été électrifié par l'agence japonaise de coopération internationale JICA. Avant, quand il n'y avait pas de lumière, il y avait beaucoup de barracas. Jusqu'à il y a beaucoup de gens qui ont fui dans le quartier. Maintenant, il n'y a rien, il n'y a pas de barracas, on est dans la paix. L'agence japonaise a également électrifié la voie ralliant la sous-préfecture de Daloa à la prison civile. Coût des réalisations, 17 millions de francs CFA. Dans la commune de Mans, le foyer des jeunes du quartier Campus a été réhabilité par le programme d'appui à la sécurité urbaine PASSU en liaison avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. À Guiglo, un espace gastronomique a été ouvert au bénéfice de l'association des femmes de la ville. Le projet a été financé par la JICA à hauteur de 12 millions de francs CFA. Toutes ces activités s'inscrivent dans une dynamique d'appui au gouvernement de Côte d'Ivoire dans le cadre de son processus de stabilisation. Et plus spécifiquement, c'est pour renforcer la restauration de l'autorité de l'État et la sécurisation communautaire. Les différents projets réalisés à Diokoué, Daloa, Mans et Guiglo l'ont été grâce à une étude préalable des besoins diligentée par le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.
Commentaire signé Francis Boifo. L'orphelinat de Kotobi, dans le département de Bongouanou, vient de recevoir des dons en vivres et non-vivres. Il s'agit de vêtements, des produits d'hygiène, de la nourriture, donc pour les pensionnaires de cet établissement. Le donateur est un cadre de la région qui a réagi suite à l'appel à l'aide des responsables de l'orphelinat de Kotobi confrontés à des difficultés. Ce don va donc permettre à la structure de poursuivre ses activités et de soulager les enfants qu'elle accueille. Voilà, la ville de Touy, dans le département de Soubré, vient d'avoir sa nouvelle paroisse. L'événement a été célébré par les autorités religieuses et l'ensemble des chrétiens catholiques. Thérèse Tapeyoboué, récit. Le cercle des paroisses du diocèse de San Pedro s'est agrandi d'une toute nouvelle. La paroisse Saint-Michel-Archange de Touy. Une paroisse créée par nécessité patronale et pour les besoins spirituels des fidèles du Christ. Résidence dans cette localité est située à une 60aine de kilomètres de San Pedro. C'est l'évêque du diocèse de San Pedro, Jean-Jacques Kofi Wakofi, qui a présidé cette célébration eucharistique et puis procédé à l'installation canonique du premier curé fondateur de cette paroisse, le père Henri Ouedraogo Nongana. Au cours de cette première célébration, le père Henri Ouedraogo a procédé à la pose de la première pierre de l'église de Touy dans la ferveur. Pour la construction de cet édifice religieux, une fête de charité a été organisée, une fête qui a permis en 2 mois de récolter près de 24 millions de francs CFA. L'évêque Kofi Wakofi Jean-Jacques et le curé Ouedraogo ont uni leurs voix pour féliciter et adresser leurs encouragements à tous les chrétiens de la paroisse Saint-Michel-Archange pour l'accueil réservé chaque jour à l'équipe presbytérale pour faciliter l'avancée de l'Évangile et la construction d'une église paroissiale dynamique à l'image de l'église famille de Dieu. Signalons que la paroisse Saint-Michel-Archange de Touy est une subdivision de la paroisse Sainte-Trinité de Gabiadji. Elle appartient au secteur Bakoué, chapeauté par la paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Miyagi, créée en 90. On vient de l'apprendre, l'interdiction par le gouvernement des 3 manifestations prévues se tenir donc aujourd'hui à la place CP1 de Yopougon à Abidjan a été respectée. Ce midi, donc, une équipe de reporters de la RTI1 en a fait le constat et aucun manifestant au passage donc, de notre équipe à la place CP1, comme vous le voyez. En Afrique du Sud, le procès de l'athlète paralympique Oscar Pistorius, formellement inculpé du meurtre de sa petite amie tuée de 4 balles à son domicile à Pretoria, a été reporté à mardi. Et puis en Tunisie, le parti islamiste Le Nada appelle à manifester ce matin, donc aujourd'hui, pour dénoncer la décision du Premier ministre de former un nouveau gouvernement apolitique, un gouvernement de technocrates. Voilà, nous allons maintenant parcourir le reste de l'actualité dans le monde. En bref, commençons par la Syrie. Satisfaction chez les rebelles syriens. Ils ont abattu jeudi 2 avions de l'armée dans la province d'Idleb. Ces avions permettent au régime de Bachar al-Assad de maintenir sa supériorité militaire sur la rébellion. Le secrétaire d'État américain a révélé jeudi que la guerre civile en Syrie aurait fait 90 000 morts, une estimation établie par le régime saoudien. 2 morts à Bahreïn jeudi lors de manifestations organisées pour le 2e anniversaire du soulèvement chiite. De violents affrontements se sont produits dans plusieurs villages chiites. Depuis 2 ans, Bahreïn, petit pays du Golfe dirigé par une dynastie sunnite, est confronté à une grave crise politique. La majorité chiite réclame des réformes démocratiques. Elle a promis de nouvelles manifestations vendredi. Le scandale de la viande de cheval enfle en Europe. En France, une société d'agroalimentaire s'est vue retirer son agrément sanitaire. Elle aurait commercialisé de la viande de cheval congelée en prétendant que c'était du bœuf. Désormais, ce sont 13 pays européens qui sont concernés. En Grande-Bretagne, 3 hommes ont été interpellés. Des traces d'un antidouleur interdit dans l'alimentation ont également été retrouvées dans des carcasses de cheval envoyées vers la France.
Nous allons nous arrêter là, mais notez avant de nous dire au revoir que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour N'Djamena, la capitale tchadienne. Le chef de l'État va prendre part au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariens qui s'ouvre donc aujourd'hui. À l'heure du jour de ce sommet, la lutte contre le terrorisme dans la région, un grand intérêt sera accordé à la crise malienne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne suite de programme sur la chaîne qui rassemble.